Présidentielle 2022. En débat vous emmène à la rencontre des candidates et des candidats. Inscrivez-vous dès maintenant pour le grand débat le 23 mars à la Maison de la Radio sur h22.fr. Bienvenue dans En débat 2022 au cœur des QG de campagne avec aujourd'hui au cœur du QG de Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et d'avoir accepté notre invitation pour répondre aux questions que les personnes en situation de handicap peuvent se poser à cette époque de présidentielle. Première question que je vais vous poser, c'est quoi le lien que vous avez avec le handicap, l'attachement que vous avez avec le handicap ? Je crois que le handicap nous concerne tous et toutes. Nous avons tous à nos côtés une personne qui connaît un handicap. Et ça nous arrivera peut-être à tous. Donc je crois aujourd'hui qu'une société se juge à la place qu'elle fait, à la vulnérabilité et à la différence. Et si je suis présidente de la République, je m'engage à faire, en bonne héritière de Jacques Chirac, une nouvelle grande loi sur le handicap. Je m'engage aussi à ce que le handicap devienne une thématique transversale qui sera prise en compte par chaque ministre de mon gouvernement, comme je l'ai fait dans ma région, où chaque vice-président doit me présenter ses propositions en faveur de nos compatriotes en situation de handicap. Alors justement, le 5 septembre 2021, vous publiez une tribune à l'occasion dans laquelle vous disiez que le handicap était un combat pour la dignité. Et vous disiez dedans que ma conviction, alors je vous cite, ma conviction est qu'il faut arrêter de parler de l'inclusion à longueur de discours, mais qu'il faut la faire. Qu'est-ce que vous proposez du coup ? Est-ce que ça passera dans votre nouvelle loi par des ministres d'État ou est-ce qu'on restera sur des secrétariats ? Le sujet, c'est vraiment de faire du handicap un sujet totalement interministériel et transversal. Donc la notion d'un secrétariat d'État au handicap ne me paraît pas la bonne. Moi, ce que je crois, c'est que ça doit être un ministre auprès du Premier ministre, de façon à ce qu'il ait une compétence totalement transversale sur l'ensemble des ministères. Et ça, je crois que c'est vraiment important. D'accord. L'été dernier, l'ONU a reçu une délégation française avec la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, et puis Mathieu Annereau, pour dresser le bilan sur la politique handicap dans le pays. Il a été jugé que cette dernière était trop médicalisée et le rapport de l'ONU remis en septembre 2021 nous exhorte à fermer les établissements médico-sociaux. Est-ce que vous trouvez que c'est une procédure adaptée ? Ou qu'au contraire, c'est complètement exagéré d'aller sur ce genre de formule ? D'abord, je pense que dans ce rapport, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes, notamment par exemple l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. On va y revenir. Que je propose. Mais je crois que ce rapport est trop sévère. Notamment sur l'application de la loi de 2005 et sur les établissements médico-sociaux. Ce qu'il pointe à juste titre, et moi je me suis engagée à y mettre fin, c'est le nombre de Français qui sont obligés de s'expatrier pour pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions. Ça, c'est un scandale auquel je mettrai fin. Mais en revanche, je pense qu'il y a un certain nombre d'établissements spécialisés qui sont des établissements qui offrent des perspectives, j'allais dire, que les personnes en situation de handicap, que nos compatriotes en situation de handicap n'auraient pas d'avoir une vie la plus normale possible. Et j'ai en tête la Fondation Jacques Chirac. La Fondation Jacques Chirac qui accueille aujourd'hui notamment des adultes autistes sur le plateau de Millevaches que j'ai eu l'occasion de visiter. Si cette institution n'existait pas, spécialisés, eh bien, on n'aurait pas la possibilité d'accueillir ces adultes. Donc je crois qu'il ne faut pas que les institutions spécialisées soient toutes mises dans la même critique. Si on parle un peu de citoyenneté, quelle est la place que vous voulez donner aux personnes en situation de handicap, notamment sur les listes électorales, sur la participation à la vie politique et à la représentation publique ? D'abord, moi je suis vraiment pour l'accessibilité universelle, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, avec toutes les difficultés que ça comporte, notamment dans les transports publics. Mais je pense aussi que nous devons respecter
nos obligations en matière d'inclusion de personnes handicapées. Et quand je suis arrivée à la tête de ma région, on était à 4% de salariés en situation de handicap, d'agents en situation de handicap dans une région, dans une collectivité publique qui aurait dû donner l'exemple. Dans les effectifs de la région ? Dans les effectifs de la région. D'accord. Aujourd'hui, on est à 8,9. Donc on a dépassé le plafond, le quota normal de 6. Donc ce quota de 6, pour moi, ce n'est pas un plafond. C'est une règle qu'on doit appliquer dans la sphère publique, qu'on doit appliquer évidemment dans la sphère privée. Alors, vous me dites, dans votre gouvernement, si j'ai bien compris. Exactement, c'est là où je veux revenir. Dans votre gouvernement, on aura du 6% où vous considérez que le gouvernement, c'est de la politique, c'est une démarche individuelle Alors, dans le gouvernement, il y a très peu d'élus et beaucoup de candidats. Donc, évidemment, le principal critère, ce sera la compétence. Mais vous pouvez d'ores et déjà apercevoir, dans mon équipe très rapprochée, un certain nombre de personnalités politiques de premier plan qui sont porteurs d'un handicap, que ce soit Damien Abad, que ce soit Pierre Denisio, que ce soit Frédéric Lemoine, qui s'occupe de l'élaboration de mon projet et qui est malentendant. Et puis, vous savez, les handicaps, il y a ceux qui se voient, et puis il y a ceux qui ne se voient pas. Ouais. Donc, plus de 80%. Évidemment, je serai vigilante à ce que tout mon gouvernement ressemble à la France. Bien. Tout à l'heure, on parlait d'AAH. J'ai cru comprendre, en lisant et en relisant votre tribune du 5 septembre dernier, que vous étiez opposé à la déconjugalisation, enfin à la conjugalisation, que vous étiez favorable à la déconjugalisation et que vous vouliez la rehausser dans son montant. Oui, alors absolument, j'ai pris position très clairement pour la déconjugalisation de l'AAH parce que je considère que l'AAH n'est pas une allocation sociale comme les autres. L'AAH est une prestation de compensation d'un handicap, d'un accident de la vie. Donc le sujet, c'est aujourd'hui de permettre que cette AAH soit une prestation individuelle et qu'elle n'empêche en rien une personne de se mettre en couple et qu'il n'y ait aucun impact sur sa vie affective du versement de l'AAH. Ça, c'est la première chose. La question de la revalorisation, on voit aujourd'hui arriver une inflation galopante. Évidemment, il est absolument indispensable que cette AAH soit indexée sur l'inflation. Si on revient un petit peu en arrière dans notre entretien, tout à l'heure, vous parliez notamment de la manière d'accompagner les familles dans le fait de trouver des solutions. Il y a aussi le sujet de l'école, l'éducation et le nombre d'accompagnants aux élèves en situation de handicap, qui est aujourd'hui de 176 000, 4 000 supplémentaires à la rentrée 2022. Vous trouvez que c'est suffisant ou vous voulez en faire plus ? Alors j'ai eu l'occasion dans cette campagne d'aller dialoguer avec un certain nombre de représentants des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et bien évidemment, nous avons besoin de travailler sur un vrai statut des AESH. Un vrai statut, ça veut dire quoi ? Des perspectives de carrière. Ça veut dire la possibilité de leur donner des temps pleins et pas des temps partiels, parce qu'on ne vit pas avec un contrat à temps partiel. Donc on a besoin aujourd'hui aussi de les former davantage. Ils le demandent, ils s'auto-forment bien souvent. Donc il y a besoin de créer ce vrai statut des AESH. Et dans le cadre de mes propositions pour l'école, il y a effectivement la création de 10 000 postes supplémentaires, dont des postes supplémentaires d'AESH. En plus des 4 000 qu'il y aura de créer à la rentrée 2022. Déjà, on crée les 4 000, ouais. On essaye de les former, on essaye de leur donner des contrats à temps plein, c'est-à-dire d'optimiser et de mutualiser leurs compétences. On essaye de les valoriser, de leur donner des perspectives de carrière pour les fidéliser. Moi, je souhaite qu'ils aient des contrats de 5 ans, pas des contrats d'une année. Donc, on essaie de les fidéliser et puis ensuite, on regarde s'il en manque encore et s'il faut en recruter davantage. De votre point de vue, tout le monde a sa place à l'école ? Ce que je crois, c'est qu'il faut aller vers une inclusion scolaire dès que c'est possible. Et moi, je suis favorable à l'inclusion scolaire. Je le suis pour les enfants en situation de handicap, mais je le suis aussi pour les autres enfants. Parce que je crois que l'apprentissage de la vulnérabilité et de la différence, c'est un apprentissage de vie.
Donc je suis favorable à l'inclusion scolaire dans des bonnes conditions, mais je suis aussi favorable à des classes spécialisées au sein de l'école, comme les classes Ulysse par exemple, comme les UMA, parce que je pense qu'il y a certains types de handicaps qui nécessitent des prises en charge spécifiques et que ça n'est pas possible d'envisager de les prendre en compte dans des classes, j'allais dire, avec l'ensemble des enfants et que les professeurs n'y arriveront pas. Donc je suis aussi favorable à cela. Et à la formation des professeurs ? À des classes spécifiques, au sein de l'école. Avec des enseignants spécialisés. Avec des enseignants spécialement formés, parce que là aussi, ce que l'on voit, c'est que les neurosciences ont beaucoup évolué et qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des méthodes pédagogiques très adaptées. Les outils pédagogiques ont aussi beaucoup évolué. Et donc, quand ces unités d'intégration scolaire au sein des écoles ordinaires trouvent leurs limites, là, par contre, vous dites qu'il faut orienter les enfants en situation de handicap vers des établissements beaucoup plus spécialisés, médico-sociaux. Moi, je crois que chaque type de handicap doit trouver la bonne réponse, la réponse adaptée. Et donc, je n'opposerai pas l'inclusion en milieu scolaire à l'accueil dans un établissement spécialisé. Il y a des types de handicap dans lesquels l'établissement spécialisé est obligatoire et on ne peut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre. Ouais. Et quand on est en situation de handicap, qu'on est étudiant et qu'on veut aller étudier à l'étranger, comment on fait, comment on s'inscrit dans le programme Erasmus ? Ce que je crois, c'est que Campus France devrait avoir un rôle d'éclairer l'ensemble des universités françaises sur les universités, les filières, les voies qui sont les plus accueillantes pour les étudiants en situation de handicap, pour pouvoir les accompagner dans leur mobilité internationale. C'est un droit à la mobilité internationale pour chaque étudiant, mais c'est important aussi d'avoir les bonnes informations pour pouvoir choisir les bonnes filières et les bonnes universités. Bien, Valérie Pécresse, on va maintenant passer à la question hashtag en 280 caractères. Je vais vous demander d'essayer d'être la plus concise possible, même si je sais que ça ne va pas être évident, parce que vous avez plein de choses à raconter. Donc, quelle serait la place du handicap dans votre politique, dans votre gouvernement ? Ce que je crois, c'est qu'il y a 2 mesures importantes encore à prendre dans un programme pour les personnes en situation de handicap. Donc 2 mesures. La première, c'est je souhaite qu'un adulte handicapé qui survit à ses parents puisse bénéficier de la pension de réversion du dernier parent survivant pour que les parents puissent partir tranquilles. Et la deuxième chose, c'est que la prestation de compensation du handicap qui est versée aujourd'hui par les départements, elle doit être élargie à d'autres types de handicap et notamment au handicap psychique et que la CNSA doit pouvoir venir assurer l'équité territoriale entre les départements. Bon, qu'est-ce que je disais ? Évidemment, on n'a pas tenu les 280 caractères, mais merci. Oui, mais c'était quand même important. Mais je ne dis pas le contraire. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je voudrais remercier évidemment tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la production Blind and Design, à la réalisation Léa Fattori. En plateau et à l'image, Léa Fattori et Luca Reverdi. Au son, Vardia Savetti. Chaque fois ça change, alors du coup j'hésite. Interprète LSF Jennifer Tederi. Et puis je remercie bien évidemment à la rédaction Emmanuel Dalseco, Thibaut de Martin-Pré et toutes les associations qui nous permettent de réaliser cette émission, l'ADAPT, la CFPSA 100% en dynamique et la PHPP, et puis bien évidemment vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui nous encouragez et qui nous envoyez vos questions. Et n'oubliez pas qu'il y a un grand débat le 23 mars en direct à la Maison de la Radio. Et a priori, vous serez là. Merci Valérie Pécresse. Sur un fond blanc texturé, apparaissent les remerciements et crédits. Production, Blind and Design. Réalisation, Léa Fattori. Images, Léa Fattori. Luca Reverdi. Son, Vardia Savetti. Présenté par Anthony Martin-Smith. Rédaction, Emmanuel Dalseco. Thibaut de Martin-Pré. Interprète en langue des signes française, Jennifer Tederi. Un nouvel écran prend place. Toujours sur fond blanc texturé, des logos apparaissent. En débat 2022. Une initiative de l'ADAPT, la CFPSA, 100% en dynamique et APHPP, en partenariat avec handicap.fr, Radio France, Eco Réseau Business, Sud Radio et Blind and Design.